Bonjour et bienvenue à Pack de Pot, donc votre clubhouse pour le rugby, quand il y a du rugby, mais malheureusement, en ce moment, c'est pas le cas. Alors moi, c'est TK et Terry Kaufman. Je suis l'américain de notre petit bande d'amis qui sont réunis par le rugby. Je suis très content d'être là avec deux grands gars. Numéro 1, c'est, plutôt numéro 4, on va dire, c'est Charlie Bayer. Ouais, salut mon ticket, je suis très content d'être là. Notre petit rendez-vous est devenu mon oasis de rugby dans ce temps, dans ce temps de désertique niveau rugby, où le temps d'avant inspire beaucoup de nostalgie en ce moment. Tu parlais de Oasis, alors notre deuxième palmier, c'est Théodore de Saint-Rémy. Eh oui, salut les gars, du haut de mon palmier, je vous embrasse également, de loin, mais c'est vrai on est hyper frustrés pour le rugby, on n'a plus que YouTube, France 2, ils vont s'y mettre, j'ai l'impression, ils vont nous passer un ou deux matchs, et le pack de potes, alors on s'en contente et on est super content. En parlant de cela, on est content d'être là et on fait un petit coucou à Alban rapidement. Coucou Alban. Coucou Salut Alban. Alban. Donc les garçons, on est là, on a une bonne nouvelle, on a une date de fin de ce Covid. Mauvaise nouvelle, on n'a pas encore date de début pour le rugby. On a quelques scénarios. Théo, est-ce que tu peux nous parler un peu plus ? Oui, alors j'ai l'impression que le village gaulois, tout le monde s'est un peu calmé. Le poissonnier et le forgeron ont sorti, ont rangé leurs outils préférés. On arrête de se taper sur la terrine bêtement. Il semblerait qu'il y ait deux scénarios. Donc un scénario qui fasse une petite phase de fin de championnat et puis phase finale avec sûrement peut-être des demi-finales, une finale, deuxième quinzaine de juillet. Et un scénario qui semble avoir plutôt la préférence de tout le monde autour de la mi-août, fin août, qui permettrait d'enchaîner directement avec le championnat suivant. Donc peut-être que effectivement ça nous donnerait la parenthèse Covid et puis on aurait un mois d'août avec du rugby qui recommence gentiment, puis recommencerait par la finale au lieu de match de lancement. Moi je trouve que ce serait assez sympa, ça reste à écrire. Mais moi quand les gens commencent à être d'accord entre eux, je suis plus content. Donc j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'oriente. Et donc, est-ce que ça veut dire que toi aussi, Charlie, tu serais content que le Stade français reste toujours ou est-ce Le qu'ils Stade vont français peut-être est partir ? sauvé. Je pense que le Stade français va rester. Je pense que on parle plus de façon de régler la fin, de façon de désigner un champion que de façon de désigner des descentes. Hein. Oui, ça c'est acté qu'il n'y en aura pas. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on avait parlé un peu dans les épisodes précédents qu'on a tous envie de retrouver cette fête de fin d'année. Je pense que ces phases finales, c'est vraiment des beaux moments pour le rugby. Ça rassemble énormément. Si en effet ça arrive en préambule du championnat suivant de la saison prochaine, ce serait une belle vitrine d'entrée. Ce serait un beau produit d'appel, quoi, comme disent les comme disent la Next Generation. Mais il y a quand même des petits soucis que ça sous-entend. Alors pour les joueurs, j'avais entendu une interview d'un joueur qui sur le fait de faire l'option avancée de fin de championnat, qui avait peur un peu d'un sujet qu'on avait évoqué après 2 mois d'interruption de sport, comment vont se remettre les corps, est-ce qu'il ne faut pas une préparation? Donc par rapport au physique des joueurs, on penserait ce serait plutôt mieux d'arriver vers une phase finale, comme tu disais, début août, quoi. Mais ça posera un autre problème, c'est qu'il y a tous les joueurs qui sont en transfert, enfin qui font leur prépa physique avec un nouveau club, qui font leur prépa, leur pré-saison avec un nouveau club. Ça va être un peu compliqué de les priver de phase finale avec un club. Enfin, j'avais pas pensé à ça et c'est vrai que c'est particulièrement compliqué pour eux. Ouais. C'est parce que c'est dur de priver un joueur de phase finale, mais c'est aussi dur de priver un club d'un joueur phare pour un début de championnat. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que, comme tu disais Théo, il y a des consensus qui commencent à arriver. C'est la fin du il est pas frais mon poisson, de la bagarre du village. Et je pense que tout le monde va raisonnablement essayer de ramasser égos et problématiques en essayant de se tourner vers un projet commun. Mais il y a quand même des petits problèmes pour les joueurs, pour le coup, que ça soulève, quoi. C'est pas économique, c'est vraiment de l'intérêt des joueurs et de leur santé et ou de leur trajectoire sportive, quoi. En continuant cette discussion des joueurs, si le Champions Cup il va aussi on va dire, finir leur saison, ça va être un peu compliqué parce que des grands groupes ou des grands clubs ils vont être très très fatigués et très blessés aussi peut-être. Ouais, je pense que la Champions Cup c'est mort là. Ouais, je pense aussi que c'est mort parce que très blessé, et encore une fois, je reviens à cette problématique du mois d'août, mais très, très blessé, très changé, et très remanié aussi. Parce que ces grands clubs d'Europe, c'est des clubs qui ont des roulements. Et est-ce que finir une saison avec une équipe changée, avec des recrues entre-temps ou des joueurs qui ont disparu, c'est encore sportif? Est-ce que c'est encore équitable? Je pense que ça pose quand même beaucoup de problématiques très nouvelles où... moi, je rejoins Théo là-dessus. Je pense que la Coupe d'Europe, je vois pas comment ils vont pouvoir désigner un champion 2020, quoi.
Et est-ce que vous pensez que ces matchs-là, même si c'est fin été, est-ce que vous pensez que ça va être guichet fermé ou est-ce que vous voyez, je sais pas, 40 000 personnes dans un stade Je pense même pas, pardon, mais il me semble que les événements sportifs qui regroupent plusieurs personnes comme les concerts ou quoi, peut-être qu'on n'en verra pas de 2020. Hein. Enfin, on parle déjà, j'avais entendu pour la Ligue 1 de matchs dans des stades vides. Je pense que ça va être dur de rassembler plus de 40 000, 20 000 personnes au même endroit. Moi, je pense qu'on risque d'avoir des matchs. Ce sera déjà pas mal si on les a en télévisé avec des joueurs sympas et s'il y a un champion à la fin. Si en plus il y a un stade plein pour la finale et les demi-finales, ce sera cerise sur le gâteau et puis on sera encore plus heureux, quoi, voilà. Et puis nous, on fêtera nous, au mois d'août prochain, je vous signale quand même qu'on fêtera les 1 an du pack de potes. Et ça, on va vous faire un épisode, mais vous allez même pas comprendre. On va remplir les Champs-Élysées, tu vois. Là, ça va être monstrueux. Mais pour faire un semblant de réponse à ta question, disons comme ça, je pense que si il y a possibilité légale de remplir des stades, ça va être évidemment blindé parce que on rêve tous que d'une chose, c'est de revoir du rugby. Et s'il y a moyen de retourner sur le terrain pour voir en plus des phases finales, évidemment que ça va être pris d'assaut. C'est comme quand on va avoir le droit d'aller se bourrer la gueule dans les bistrots, ça va être une boucherie également. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça va être... Pack de potes, terrain 10. Si on pouvait passer un peu de temps sur un sujet américain, parce que ça fait un petit moment, je pense. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé des States, c'est vrai. Major League Rugby, en ce moment, ils organisent ce qui s'appelle le draft. Est-ce que vous connaissez un peu le draft? Moi, je connais le draft au basket, mais... Non, je suppose que c'est un peu le moment où la Major League pleure le départ de Bastaro. C'est comme ça que je le... En fait, le draft, tous les ans, dans la NFL et dans la NBA, et dans tous les autres sports, dans hockey et baseball aussi, mais NFL et NBA, le draft est devenu vraiment un grand chose médiatique, parce que c'est les meilleurs joueurs universitaires qui sont pris par des franchises professionnelles. Voilà. Et en fait, donc ça devient un grand moment, donc de savoir que LeBron James était le premier choisi dans le draft ou des choses comme ça. Et en fait, c'est devenu vraiment médiatique dans le sens que c'est à la télé et tout. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Major League Rugby, ils vont faire la même chose avec un draft sur des joueurs universitaires américains. Donc, si vous nous écoutez aux États-Unis et vous jouez au rugby, vous pouvez potentiellement être drafté. Si vous allez mettre votre nom dans le draft, ça peut être sympa à voir. Donc, en fait, ce qui est intéressant pour moi, en tant que, on va dire, spectateur et amateur, c'est que ça nous dit qui sont les jeunes joueurs à fort potentiel. Il faudrait qu'on fasse un petit suivi de cette draft américaine. Quand ça se passera, on essaiera, on nous fera un petit épisode là. Ah ouais, parce que je pense que ce serait un bon exercice aussi de compréhension du système de la draft qui est, si j'ai bien compris, je ne sais pas si c'est généralisé dans tous les sports qui le font, mais souvent, quand tu as des moins bons résultats sportifs, tu es autorisé à prendre des mecs qui sortent en tête de la draft pour équilibrer les forces en présence. En gros, c'est le truc le plus socialiste aux États-Unis, c'est le draft. C'est la draft. Dans les sports. S'il y a un truc de socialiste là-bas. Voilà, c'est ça. On n'a pas de sécu et tout ça, on a oublié, mais on a le draft pour les équipes pourries. Et en fait, ça s'appelle le tanking aussi, c'est quand des équipes qui sont nulles et en fait, ils perdent exprès tous leurs matchs pour avoir la meilleure position en draft. Mais moi, le coup du draft, je trouve ça super marrant quand même, parce que c'est un truc que moi, je ne connais pas du tout, mais en tant que... Tu sais, on a affaire à de la culture américaine quand même, quand tu vas dans les séries, quand tu vas dans les trucs et tout. Je regardais Ballers, tu vois, la série avec... The Rock, tu vois, mais même dans tous les trucs, j'ai quand même entendu parler de ce draft, tu vois, même sans m'y intéresser et tout, et je trouve que ça en dit long quand même sur la culture sportive américaine, parce que quand chez nous, t'as tous les supporters de football, par exemple, qui reviennent comme moi, qui est à la Coupe du Monde et qui connaissent que les têtes d'affiche et qui font semblant de s'y intéresser, à côté, aux États-Unis, t'as quand même des mecs qui surveillent les étudiants, quoi, les mecs qui viennent du sport étudiant, qui potentiellement plus tard, c'est-à-dire ils bouffent tellement de sport que même la relève va éventuellement venir. C'est des choses qui intéressent et qui fascinent les gens, quoi. Les sportifs à l'université, ils n'ont pas le droit de gagner de l'argent. Il y a plein de polémiques qui arrivent parce qu'en fait, ils ont l'éducation qui parfois payée, mais ils n'ont pas le droit de gagner 1 centime sur leur nom et tout. Ils doivent être complètement amateurs. Parce que il y a des droits télé pour le sport universitaire, non, c'est ça? Ouais, exactement. Donc en fait, il y a on va dire une grande équipe de foot américain aux États-Unis, un universitaire, il peut avoir jusqu'à 80 à 100 000 personnes dans un stade. Donc c'est un truc assez incroyable. Donc en fait, ça paye tous les sports des autres. Mais c'est complètement irréel. C'est-à-dire que nous, en France, on ne connaît pas du tout
l'impact du sport universitaire aux États-Unis, la plupart des gens ne connaissent pas ce que c'est, mais il faut regarder sur YouTube, puisque vous avez le temps, chers écouteurs, regardez sur YouTube des vidéos de sport universitaire. Vous voyez le public qu'il y a, c'est-à-dire la culture et du spectacle et de l'entertainment en général et du sport festif qu'ont les Américains est juste extraordinaire. Et tu regardes même au-delà du sport, les parades qu'ils font au début des trucs, tu sais, les espèces de championnats de majorette et tout qu'il y a au début, mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et moi, j'ai fait du sport universitaire pas mal, j'ai même été champion de France universitaire, c'est mon seul titre de champion de France, donc je peux quand même en être heureux. J'ose même plus le dire, c'était en 97 avec les copains de la fac d'Assas. Il y avait les seuls spectateurs, c'était les mecs des autres finales qui étaient là, quoi. On était à Montpellier, c'était super, on avait fait la bringue. Mais c'était un truc d'entre-soi total. C'était que les sportifs universitaires réunis entre eux à la fin de la saison. Mais il y avait zéro public et personne ne le savait. Il n'y avait pas une ligne dans le journal. Là-bas, ça fait la une de la télé pendant une semaine, quoi. Enfin, c'est complètement dingo. Complètement dingo. C'est à voir. Si ça vous intéresse et vous êtes intéressé par la NFL et par le draft en général, il y a un super podcast, parce que moi j'adore les podcasts dont j'en parle. Il y a un super podcast qui s'appelle Touchdown Actu NFL, qui est vraiment, ça existe depuis longtemps et ils sont vraiment casés à ce niveau-là. Donc je vous conseille d'écouter ce podcast. Enfin bon, on parle foot US, ça reste pack de poct rugby quand même, on va. Et Ticket, tu m'avais parlé t'avais rencontré un mec qui était justement dans le rugby français, qui est plus notre sujet, analyste vidéo. Exactement, donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Didier Plana, qui a joué à USAP à Perpignan. Alors on dit l'USAP, USAP non. Mais vas-y, c'est bon. USAP. J'apprends tous les jours. Hein. C'est sympa d'être étranger dans un... Ouais, tout à fait. Et puis on est intransigeant. Mais en fait, j'avais rencontré lors du Incenso Sevens à Paris. Il était très gentil, il était très cool. Il m'a accordé du temps. On a pu parler de sa carrière professionnelle et aussi sa transition vers son travail actuel qui est vidéo-analyste pour le USAP. C'était l'homme d'un seul club, Didier Plana. Donc, pour ceux qui suivaient le rugby à cette époque, c'était un très bon joueur. Un 3/4 centre, je me souviens très bien de lui. Et maintenant, l'interview de Thierry TK, notre Américain, avec Didier Plana. Alors, je suis très content d'être là avec Didier Plana, qui était anciennement un centre à USAP, notamment dans la finale de 98, mais aussi en tant que staff en 2009. Et aujourd'hui, tu es analyste vidéo. Oui, c'est ça, exactement. Et toujours à l'USAP. D'accord. Et c'est ton club depuis toujours, tout au début? Oui, moi, je suis quelqu'un du siècle dernier, hein, donc comme on en verra peu maintenant. Je suis l'homme d'un seul club. J'ai démarré au plus bas de l'échelle à 5 ans dans les équipes de premier pas. Et puis j'ai joué en équipe professionnelle et puis j'ai de suite enchaîné sur le staff de l'équipe pro et j'y suis depuis. Donc en fait je suis au club depuis 1977. Ah d'accord. Est-ce que ton père jouait au rugby aussi? Alors pas vraiment. J'avais mon parrain qui était joueur de rugby, qui avait joué en junior à l'USAP aussi. Et pour mes 5 ans, il m'a offert la tenue de l'USAP et le ballon de rugby. Donc, parce que lui jouait dans un petit club de village. Et donc, ma mère m'a dit si ça m'intéressait de jouer. J'ai dit que oui. Et tout naturellement, comme on habitait Perpignan, elle m'a inscrit à l'école de rugby de l'USAP. Et j'y suis depuis, voilà, tout simplement. Ah bah, parfait. Et là, tu as joué centre. Mais qu'est-ce que c'est un centre? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Bon, un centre, c'est quelqu'un qui est au milieu du terrain la plupart du temps. C'est pour ça qu'on l'appelle le centre d'ailleurs. Et qui doit défendre ce milieu de terrain, notamment dans le rugby qu'on va dire moderne à partir de l'ère professionnelle. Tout ce milieu de terrain, c'est un jeu du milieu de terrain, a été un moment important, c'est-à-dire gagner le milieu de terrain pour pouvoir ouvrir des espaces, soit sur les ailes, soit sur du retour, soit sur du jeu dans le même sens. Mais le milieu de terrain est devenu très très important. Et donc le centre, il est garant de ce milieu de terrain en attaque pour essayer de créer des brèches ou pour fixer les adversaires et en défense pour bloquer les avancées et empêcher que
l'adversaire puisse bénéficier de cette avancée-là. Et pour toi, en parlant de professionnel, à quel moment est-ce que tu as su que tu étais assez bon pour devenir un centre professionnel? Je ne l'ai pas vraiment senti particulièrement. Moi, j'ai suivi toutes les échelles de la formation. Donc, j'ai jamais été un grand joueur, quelle que soit l'équipe dans laquelle je jouais. C'est-à-dire, je faisais pas partie des meilleurs, mais par contre, j'avais on va dire, cette qualité de constance. D'abord, de bon état physique avec peu de blessures. Mhm. Et de constance, on va dire, et de régularité dans les performances. Alors, j'avais rarement des 18 ou des 19, mais rarement en dessous de la moyenne aussi. Donc, ce qui veut dire que j'ai pu gravir comme ça les échelons. Et ça s'est fait tout naturellement. Et quand je suis arrivé en équipe première, je n'étais pas le premier choix, mais de par ma régularité, de par je vais dire, mes efforts, mon sérieux, je suis parvenu à me faire une petite place dans ce monde professionnel, mais sans vraiment l'avoir voulu à tout prix, en disant, je me suis pas levé un matin en disant, je veux être joueur professionnel de rugby. Par contre, je voulais être le meilleur possible. Voilà. D'accord. Et cette constance, cette régularité, c'est grâce à quoi, à ton avis? Moi, je crois que c'est une éducation parentale. Je crois que j'ai une image de mes parents de sérieux, de constance, dans l'effort, de ne jamais se plaindre et de vouloir toujours donner le meilleur. Et je crois que j'ai été élevé là-dedans. Et puis, c'est tout au long de mon parcours, des rencontres d'entraîneurs, d'éducateurs, d'autres joueurs plus talentueux, mais aussi sérieux, qui ont fait que j'ai pu me nourrir de tout ça et avancer. Ouais. Donc cette qualité t'a ramené dans le monde professionnel de rugby. Moi j'ai beaucoup entendu cette idée de professionnalisation de rugby. C'était à ce moment-là en fait que t'as démarré avec USAP. Oui, complètement. Moi, j'ai commencé à jouer dans les années 90 en équipe première. On est passé rugbyman professionnel en 95 avec notre premier joueur professionnel qui est arrivé, qui était Mike James. Donc je crois que c'était en 96 ou 97. Et donc on a vécu ça petit à petit avec plutôt des joueurs extérieurs au club qui venaient en tant que professionnels, alors que nous, les joueurs du cru, on était des semi-pros. D'accord. On avait une activité en dehors du rugby, on avait une activité professionnelle en dehors du rugby, et petit à petit, le rugby a pris de plus en plus de place, mais ça ne s'est pas fait d'un coup pour nous qui étions joueurs du cru, on va dire. D'accord. Et donc toi, tu travaillais à côté en fait? Ouais, moi j'étais enseignant de sport. Et donc, au départ, je travaillais à temps complet, puis au fur et à mesure, c'était à 80, puis à mi-temps, pour laisser plus de place au rugby. Mais j'ai eu la chance de pouvoir continuer jusque quasiment tout au long de ma carrière à travailler un petit peu en dehors du rugby, préparer mon après-rugby, et pour pouvoir bénéficier aujourd'hui aussi. Oui, c'est un sujet que j'aimerais bien revenir dessus, en fait. Mais si on parlait encore de cette partie de professionnel, quand même, tu as pu disputer le final au top 14 en 98. Est-ce que tu peux me décrire, s'il te plaît, cette équipe? Alors, en 98, c'était vraiment une équipe... alors, on va dire que c'était une équipe de copains, comme ça se dit beaucoup, parce que les équipes qui arrivent au bout, ils ont réussi à créer quelque chose à un moment donné, c'est évident. Là, je vais dire, c'est encore plus vrai parce que dans cette équipe-là, il y avait 60-70% de joueurs qui avaient joué ensemble au niveau des juniors et donc qui avaient connu quelque chose en tant que jeunes. Et elle avait été renforcée par quelques jeunes joueurs professionnels, mais qui étaient dans cet état d'esprit-là et qui nous ont tirés vers le haut aussi. Donc c'était une vraie épopée. Dans laquelle un tourbillon dans laquelle on s'est retrouvé sans vraiment pouvoir la gérer. C'est pour ça qu'après même elle a été un peu difficile à digérer au final parce que elle correspondait à une attente, on va dire locale qui était de plus de 50 ans puisqu'il n'avait pas eu de titre depuis 1955 et on était la première équipe qui redonnait un petit peu d'espoir aux supporters de notre club. Et donc, on s'est retrouvé dans un tourbillon incroyable en un mois, une folie générale. Et c'était une merveille à vivre, quoi. Ouais, j'entends le sourire.
Ça devrait être. J'ai vu les images du final. C'était plein à craquer en fait, Stade de France. Oui, oui, et puis à cette époque-là, bon, il y avait, je crois, 60 000 spectateurs qui étaient de notre côté. Ça n'a pas suffi pour qu'on gagne la finale parce que je pense qu'on est arrivé au bout du rouleau tellement on venait de loin, nous, petite équipe qui avions, je vais dire, peu d'internationaux, peu de références, mais étions des vrais combattants. Et donc, on est arrivé un petit peu au bout de nous-mêmes dans cette finale, mais c'était incroyable, ouais, incroyable. Ouais. Donc vous avez malheureusement perdu contre Stade Français, mais petite question perso, on va dire, est-ce que tu gardes un don contre eux? Contre Stade Français, je ne vais pas dire qu'une dent contre eux, mais enfin, ça a été dur à vivre pendant des années. Ouais. J'ai pas mal d'amis au Stade Français, encore aujourd'hui l'analyste vidéo, puisqu'on échange beaucoup. Mais les anciens joueurs, oui, ça a été difficile à digérer, il faut le dire. Est-ce que pour Perpignan, est-ce qu'il y a une équipe où il y a un derby qui existe ou... Alors oui, il y a des derbys. Ils se sont un peu déplacés sur la Pro D2, puisque aujourd'hui on est en Pro D2, mais les derbys contre Narbonne et Béziers ont toujours animé nos équipes de jeunes comme nos équipes premières. Et c'est vrai que ces derniers temps, on s'est un peu croisés, puis retrouvés en Pro D2. Et ce sont toujours des matchs avec une saveur particulière. Ouais. Ouais, c'est toujours la proximité, en fait, des derbys, je trouve. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a une histoire, c'est-à-dire que quand on est jeune, de par les regroupements géographiques, on joue 1000 fois contre Narbonne et contre Béziers. Donc, Oui. donc, quand on avance, on retrouve un petit peu les mêmes joueurs, les mêmes oppositions, les mêmes, on va dire, divergences, les mêmes confrontations. Donc, ça se retrouve après dans les équipes premières. Pour revenir sur cette idée d'une défaite un peu difficile à digérer, on a un peu la même chose aux États-Unis dans le Super Bowl. En fait, les gens qui perdent en fait le Super Bowl, ils ont une difficulté l'année après à surmonter le coup. À ton avis, ça vient d'où en fait? Mais c'est-à-dire que arriver à une finale, c'est bon, c'est un aboutissement pour tout sportif. Et je crois que l'équipe qui perd, c'est celle qui s'est le plus projetée dans l'après, c'est-à-dire que il en a trop rêvé. Et donc, quand le rêve s'effondre, quand on nous remet les pieds sur la réalité, eh bien, c'est une forme de dépression sportive, on va dire. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de s'en relever. Et je crois que les équipes qui sont capables de gagner les finales, ce sont les équipes qui ne sont pas projetées dans ce que pourrait être l'après-finale si on l'a gagné, mais qui sont restés dans le présent, qui ont pris les choses les unes après les autres. Moi, je l'ai vécu dans le staff en 2009, et quand on a gagné notre finale en 2009, l'année d'après, ça n'a pas été compliqué. On est reparti, on est revenu en finale en 2010, parce que justement, on n'avait pas rêvé de ce titre au départ. Il était arrivé comme une consécration, mais on ne l'avait pas rêvé avant. Et donc, on a pu se remettre à nouveau en selle. Et par contre, en 2010, quand on a à nouveau perdu une finale, je crois qu'on s'était projeté sur un doublé. Donc, même si on essayait d'apprendre nos erreurs, on en commet d'autres. Et donc, je crois que c'est ça. C'est une vraie dépression sportive que de perdre une finale. Et en fait, c'est difficile parce qu'on dit, il faut visionner notre succès, il faut voir les possibilités, il faut se voir en tant que champion, mais en même temps, il faut pas aller au-delà, ce que tu dis. C'est ça. En fait, il faut se concentrer sur se voir être champion, se projeter, c'est se projeter sur qu'est-ce que l'on va mettre en place pour être champion. Et je crois que c'est ça surtout. Mais pas qu'est-ce qu'il va se passer si on est champion. Et se projeter en tant que vainqueur, c'est un petit peu comme le skieur, le descendeur qui va faire de l'imagerie mentale sur son parcours exactement, et, se dire je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, je vais avoir tel appui, je vais m'engager à tel moment pour pouvoir être le meilleur possible, mais il visionnera pas la montée sur marche avec la médaille. Quoi. D'accord. Donc en gros, c'est de planifier les choses sans forcément imaginer la fête. Et je crois. Ok. Super intéressant. J'avais juste une question rapidement sur le Heineken Cup, parce que tu as quand même joué en Coupe d'Europe de rugby, donc ça t'a permis de voyager un peu à l'international.
Oui, tout à fait. Ouais, j'ai joué la American Cup. J'ai eu la chance de faire une tournée aussi avec l'équipe de France en Argentine, Nouvelle-Zélande et Fidji. Donc, j'ai Ah un peu oui. voyagé grâce au rugby. Ouais, c'était Ah, sympa. t'étais sur l'équipe de France aussi? Mais l'année après la finale, en 98, j'ai fait la tournée avec l'équipe de France. Ouais. Ah, superbe, ça devrait être une expérience formidable. Ah oui, surtout que c'était la première fois que l'équipe de France faisait en fait le tour du monde, puisqu'on a démarré en Argentine et on est passé par l'autre côté pour aller en Nouvelle-Zélande et aux îles Fidji. Et donc, on a fait un tour du monde en 3 semaines, presque 4, à l'époque où les tournées étaient plus longues, on va dire. Ouais. Et donc, et puis c'était particulier parce qu'en 98, si tu te souviens bien, quand nous sommes partis en tournée, il y avait la Coupe du Monde de foot qui Oui. avait lieu en France. Et en fait, nous avons vu la Coupe du Monde de foot en France, mais depuis le monde. On est juste rentré pour le quart de finale contre l'Uruguay. Non, l'Uruguay c'était la demi-finale, le huitième de finale. En fait, on est revenu pour le quart de finale. Ok. Et ça devrait. Ma question là-dedans, en fait, c'est pour l'équipe de. Parce que bon, je connaissais pas la rugby à ce moment-là. Et donc, au niveau de résultats avec l'équipe de France, c'était comment? Eh bien, on avait gagné tous nos matchs en Argentine et au Fidji. On avait fait une assez belle tournée en termes de résultats. L'équipe argentine n'était pas la même qu'aujourd'hui. Les Fidjiens étaient toujours les mêmes. Mais on avait gagné tous nos matchs, oui. D'accord, ok, Voilà. ok. Juste dernière question là, sur ce sujet-là, j'étais curieux par rapport à ton meilleur souvenir, on va dire, d'une équipe étrangère, en club ou en international, ou un stade mythique pour toi, hein, quelque chose qui t'a fait, waouh, je suis, comment on dit aux États-Unis, I'm no longer in Kansas. Ouais, alors, Quelque chose qui t'a fait moi, marquer, moi de par le marquer le monde, coup. il y a deux choses qui m'ont marqué. Et je vais dire, c'est deux choses complètement opposées. D'abord, c'est d'avoir joué dans le stade du Munster. Et ça, c'était quelque chose de très particulier. Et je crois que ça marque tous les joueurs de rugby qui ont joué dans ce stade-là, de par la ferveur, de par l'ambiance, tout ce qui se passe euh, avant et après le match. Donc, c'est un énorme stade, mais malgré tout à taille humaine, très coloré. Et donc ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Et la deuxième chose, c'est un tout petit stade au Fidji. En fait, on a joué contre ce qu'on appelle les Warriors du Pacifique, c'est-à-dire c'est une sélection avec les meilleurs Fidjiens, Tongiens et Samoans. Et on a joué sur un petit stade à Suva, je crois que c'était aux îles Fidji. Quasiment pas d'herbe, une petite tribune de 2000 personnes, des arbres autour du stade. C'était l'équipe de France et il y avait des gens qui étaient dans les arbres, partout autour. C'était incroyable. Et moi, je me souviens pendant l'échauffement d'avoir vu un bus impérial, donc à 2 étages, qui avait traversé le terrain pour amener des spectateurs de l'autre côté du terrain. Il était passé au milieu du terrain. Bon, voilà, ça c'était quelque chose d'incroyable. On s'était changé dans des tribunes, sous les tribunes, dans des vestiaires en terre battue. Et voilà, ça c'était incroyable. Incroyable. Oui, c'est superbe cette histoire. J'avais une question que je voulais toujours poser à un athlète professionnel. Est-ce que tu te souviens bien de tes matchs? Moi, j'ai toujours joué du sport, bien sûr, à bon petit niveau, mais j'ai aucun souvenir d'un match que j'ai joué. Mais est-ce que toi, tu gardes des souvenirs des matchs en particulier? Très peu. Je suis pas très bon là-dedans. Non, j'ai pas de souvenirs particuliers. Alors peut-être bien sûr un ou deux des matchs à un jeu, des demi-finales, des quarts de finale. Oui, j'ai quelques brides comme ça, mais je suis très mauvais sur les résultats, très mauvais sur les matchs que j'ai joués, et pas très bon sur tous les joueurs avec qui j'ai joué non plus. Donc, non, je suis pas très bon là-dedans. Ok, donc je suis pas toute seule alors. Non, c'est ça. Donc après, t'as arrêté, t'avais quel âge en fait? Alors en fait, j'ai arrêté assez tôt, j'avais 30 ans, tout simplement parce que le rugby se professionnalisait de plus en plus. De par ma formation de professeur d'éducation physique, je m'intéressais beaucoup à la préparation physique, parce que j'avais fait aussi des études dans ce sens-là. Moi, j'étais un des premiers joueurs à me préparer physiquement avant le rugby professionnel dans les années 90. Je faisais ça avec un de mes meilleurs amis, Emile Ntamak, et
Et on jouait pas dans le même club, bien sûr, mais l'été, on passait 2 mois ensemble à se préparer, alors que ça n'existait pas dans les clubs. Et donc, je m'étais toujours intéressé à ça. Et donc ça, c'était la première des choses. Quand j'ai commencé à avoir 30 ans, donc c'était en 2002, où là, le rugby se professionnalisait. On mettait de plus en plus de moyens sur la préparation physique. Mais les préparateurs physiques, c'était des gens qui nous arrivaient de l'athlétisme, qui nous arrivaient des sports de combat et qui n'avaient pas vécu, je veux dire, en leur corps, dans leur tripes, les matchs de rugby. Et je trouvais que c'était quelque chose qui manquait. Donc moi, je m'intéressais fort à ça. Et puis l'année de mes 30 ans, c'était pas une bonne année pour moi au niveau rugbystique. Je baissais de niveau et le rugby professionnel faisait que si j'avais voulu continuer à essayer de me relancer ma carrière, il fallait que je quitte mon club. Et bien plutôt que de quitter mon club, j'ai choisi de ne pas le quitter, de ne pas partir dans un autre club. J'avais d'autres sollicitations pour me relancer. Et puis j'ai préféré me proposer dans le staff pour apporter ma pierre à l'édifice en tant que préparateur physique. Et il s'est trouvé que ça s'est réalisé. Donc j'ai eu cette chance-là de dirigeants qui m'ont fait confiance à l'époque. Et donc j'ai pu continuer à vivre dans mon club parce que je ne me voyais pas aller ailleurs et en ayant d'autres fonctions. D'accord. Donc en fait, tu avais bien préparé ta transition. Ah oui, parce qu'en fait, déjà, moi j'étais enseignant, donc de toute façon, je pouvais rejoindre à nouveau l'éducation nationale. Mais en même temps, je m'étais formé sur la préparation physique et alors que moi j'étais moi-même joueur, je faisais des petits programmes de préparation physique pour des amis qui étaient ou tennisman ou golfeurs ou footballeurs. Et je faisais comme ça mon expérience en dehors, dans mes moments libres, puisque moi j'avais déjà ma formation, donc c'était juste du complément. Et donc, je testais. Donc, oui, rapidement, j'ai préparé ma reconversion. Pour moi, en tant que joueur, on a des objectifs sportifs, on va dire. Et comment est-ce que tu as fait cette transition, on va dire, mentale par rapport à tes objectifs d'un coup, plus de joueur, mais plutôt d'entraîneur, de préparateur physique? Alors, je crois que moi, j'ai toujours été un peu hyperactif dans la recherche, dans le travail. Donc, moi, le rugby ne me suffisait pas. C'est-à-dire que au-delà du rugby et de la pratique que l'on avait quotidienne, je continuais à fréquenter des enseignants, je continuais à fréquenter d'autres sportifs, je lisais beaucoup, je faisais des recherches sur la préparation physique. Et donc, voilà, j'avais besoin de chercher toujours, soit pour m'améliorer personnellement, soit pour me dire que je pourrais l'utiliser plus tard. Et donc, il n'y avait pas de réflexion véritable pour dire je prépare mon après-rugby, je fais ça pour ça. C'était plus une façon d'être et de que j'ai encore aujourd'hui avec une multitude d'activités parce que voilà, je me nourris de ça. Donc, comme on dit en anglais, tu as suivi tes passions. C'est ça. Et on va dire du salle du sport jusqu'au maintenant un peu plus salle de classe. Est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui, tu es analyste vidéo, ça marche comment en fait? Qu'est-ce qui fait un analyste vidéo? Alors, l'analyse vidéo, son travail, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice à la performance. La performance d'une équipe, elle est multiple. Elle est aidée par les préparateurs physiques, bien sûr, par les entraîneurs, les coachs. Elle est aidée par le domaine médical, les kinés. Et l'analyste vidéo fait partie de ce groupe-là pour améliorer la performance. Moi, mon travail, il est double. Il est d'une part de donner tout un tas d'éléments aux entraîneurs pour que, dans le moindre détail, ils puissent analyser la performance du joueur, c'est-à-dire quelle a été son activité technique et tactique tout au long d'un match. Et ça, c'est le premier des travaux. Et donc, on va dire que notre travail démarre au moment du match. Et donc, il y a toute une analyse qui se fait pour qu'on puisse rendre de façon la plus objective possible aux entraîneurs le travail technique et je répète tactique du joueur parce que ce n'est pas
uniquement que est-ce que j'ai bien plaqué, mal plaqué, mais est-ce qu'au moment où j'ai plaqué, j'étais au bon endroit. Donc ça demande aussi de connaître parfaitement le plan de jeu et ce qui est demandé aux joueurs. Ça, c'est le premier volet de mon travail. Le deuxième volet de mon travail, une fois que celui-ci est terminé, c'est d'anticiper le match après, c'est-à-dire de faire une analyse aussi la plus fine possible des forces et des faiblesses de l'adversaire pour rendre le plus lisible possible l'adversaire aux coachs qui vont devoir faire des choix, que ce soit en termes de composition d'équipe, en termes de tactique mise en place. Voilà. Donc, c'est ces deux volets qui sont notre travail. Ok, donc si j'ai bien entendu, il y a l'idée de faire une analyse de comment un joueur joue. Est-ce qu'il est pas juste, est-ce qu'il a bien calculé, mais est-ce qu'il est bien placé. Et après, c'est analyser, on va dire, les points forts et faibles d'une équipe en face. Nous en fait, en foot américain, on a vraiment, même au niveau de lycée, quoi, qu'on a 16-17 ans, on a l'habitude de regarder ça parce que c'est quand même un sport qui est très tactique. Et là, tu as dit plusieurs fois le mot tactique. Est-ce qu'il y a des joueurs de rugby, des jeunes joueurs, est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ça? Oui, maintenant, on va dire, les équipes de 16-17 ans, on commence à leur montrer de la vidéo, on commence à leur décortiquer des matchs, décortiquer leurs performances individuelles, leurs performances collectives, et ils sont rapidement dans le bain. Donc aujourd'hui, les joueurs sont happés par ça, et je vais dire qu'ils passent plus de temps en dehors du terrain, ou en tout cas au moins autant de temps en dehors du terrain à se préparer que sur le terrain lui-même. C'est-à-dire que toute la partie analyse vidéo, toute la partie réflexion, toute la partie prévention des risques, tout ça, ça leur prend 50% de leur temps de joueurs professionnels. Contrairement à ce que les gens pensent, tout ne se joue pas sur le terrain en termes d'entraînement, d'opposition, de musculation. Non, il y a beaucoup de temps qui est passé sur l'environnement, et donc la vidéo prend une part importante de ce temps-là. Et dans la NFL ou dans le foot américain, on a des playbooks, donc ça veut dire des grosses livres avec tous les jeux tactiques. Et en rugby, j'imagine qu'on a la même chose. Alors, on en est bien sûr au livre tactique, mais je crois qu'il n'est pas aussi développé que le football américain. Pour en avoir discuté un petit peu avec quelques joueurs qui sont passés par là-bas, parce que j'ai eu la chance de connaître un petit peu Richard Tarditz. Oh, really? Ouais, j'ai pas mal échangé. Donc on n'en est pas à ce niveau-là de tactique, parce que il y a un peu plus de temps laissé à l'adaptation, on va dire, par rapport au football américain, où dès qu'il y a arrêt du ballon, le jeu s'arrête. Nous, quand le ballon est arrêté, le jeu ne s'arrête pas. C'est en fait, le jeu s'arrête quand il y a une faute ou quand le ballon sort de l'espace. Donc, il y a un peu plus de réadaptation et de reconstruction, on va dire. Là, les phases de reconstruction, elles sont plus limitées. Voilà, elles sont moins développées, on va dire. Bon, pour des gens qui ne connaissent pas, donc Richard Tarditz, c'était, on va dire, le joueur emblématique pour des Français qui a joué en NFL de mémoire, je pense chez les Patriots en linebacker quand même. C'est ça, il a joué chez les Patriots. Voilà, donc moi j'ai joué un peu de foot américain en France quand même pendant 7-8 ans, et tout le monde connaissait Richard Tarditz bien sûr, donc ouais, c'est chouette. Si on revenait un peu sur, tu avais dit que 50% du temps d'un athlète professionnel aujourd'hui, il est passé en dehors du terrain. Et pour toi, ton travail de analyse vidéo, ça prend combien d'heures par semaine environ pour toi de bien préparer? Alors, quand on est en période de championnat, c'est un temps complet, hein, c'est 35-40 heures de travail devant l'écran. Ouais. Alors après, il y a des périodes plus souples, hein, les périodes sans match, où on est plus dans l'organisation, la construction des statistiques, la construction des tableaux. Là, il y a un peu moins de travail, on va dire, qu'en période complète d'entraînement. D'accord. Je pense que tu as déjà répondu à la question, mais j'étais curieux par rapport à la transmission aux joueurs. C'est dans un salle vidéo où on explique, OK, voici, ou est-ce que c'est en individuel ou est-ce que c'est en groupe? Alors, il y a différentes phases, hein. Il y a une salle qui est dédiée à l'individuel.
L'individuel est, on va dire, par ligne, c'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs qui sont en libre service, on va dire, où le joueur va régulièrement voir soit sa performance individuelle, soit la performance de son futur adversaire, et où on crée aussi des réunions par groupe, c'est-à-dire les trois quarts, les avants, pour être plus simple, mais aussi les sauteurs en touche, les troisièmes lignes, les charnières, c'est-à-dire le 9, demi-mêlée et demi-ouverture, la ligne de trois quarts. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la salle vidéo, on va dire, individuelle. Et ensuite, il y a la grande salle vidéo qui regroupe toute l'équipe, où l'équipe passe au moins une fois par jour pour faire soit un retour sur le match, plusieurs fois que l'on vient de jouer, soit une préparation du match que l'on va jouer. Et tu avais dit que c'était un travail en temps complet pendant 2 saisons, et vous êtes combien en fait? Alors, on est deux à travailler sur ce poste-là d'analyse. Moi, je suis plus sur l'analyse individuelle et en relation directe avec les coachs. Mon adjoint, lui, travaille beaucoup plus sur les entraînements, puisque tous les entraînements sont filmés aussi. Ah oui. Et sont analysés aussi, comme ils le sont par les préparateurs physiques avec les GPS. Et donc, tout ce que font les joueurs, que ce soit l'entraînement sur le terrain ou pendant les matchs, est analysé par l'image et par la statistique. Il me semble que tu m'as dit avant que dans une équipe top 14 aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. Oui, il y a des staffs où ils sont 5-6 analystes vidéo. Alors, comme pour tout, on peut pousser l'analyse vidéo dans ses moindres détails. Ce sont les Anglais qui sont des fervents de ces analyses-là, ou comme tu l'as dit, aux États-Unis. Donc, on peut pousser très très loin l'analyse. Après, moi, ce que je prône aussi, c'est que je ne veux pas donner des chiffres pour donner des chiffres. Oui. Je veux que chaque analyse que je fais, elle soit utile et utilisée. Et donc, je pense qu'on peut faire le tri dans tout ce que l'on donne à un coach, parce que lui doit gérer toute autre chose. Il doit gérer l'aspect humain, et qui est le plus dur à gérer, je trouve, dans une équipe. Donc, l'abonder de chiffres, pour moi, c'est aussi un petit peu dangereux aussi. Il faut savoir faire le tri. Et donc, je pense que être 2, voire 3 dans un staff pour pouvoir analyser au mieux, il me semble que c'est suffisant. On peut pousser très loin et on peut être 10 sur une analyse d'équipe, parce qu'on peut mettre, comme on fait des entraîneurs, avec un entraîneur de la touche, un entraîneur de la mêlée, un entraîneur de la défense, un entraîneur de l'attaque, un manager. On peut multiplier les staffs. La difficulté pour moi, c'est que dans un staff, la moindre parcelle d'erreur peut être néfaste pour toute une équipe. Donc, plus on multiplie les possibilités, on va dire, de contradiction, les possibilités de manque d'union, peut être défavorable à l'équipe. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre un staff suffisamment complet pour avoir une analyse suffisamment fine et pertinente, mais en même temps qu'il ne soit pas trop élargi pour limiter le nombre de possibilités de mauvaise direction, on va dire. Trop d'informations en fait. Tu avais parlé de quand tu as commencé à jouer, ça a commencé la période de professionnalisation, mais aussi des anglo-saxons qui venaient, parce que tu as joué avec Mike James. Mais aujourd'hui, quand je regarde en Pro D2, l'USAP, vous avez, en fait, c'est assez international en fait maintenant. Ah oui, maintenant, c'est un rugby qui est devenu complètement international, c'est-à-dire que le jeune joueur qui a 12-13 ans, c'est qu'aujourd'hui, s'il veut jouer en équipe professionnelle de son club, il va être en concurrence avec le monde entier, ce qui n'était pas notre cas. Et donc, c'est la difficulté. Alors, le système des GIF, donc des joueurs français, a mis un petit peu une limite à tout ça. Et je crois aussi que c'est une bonne chose, notamment pour l'équipe nationale.
mais c'est une réalité, oui. Les joueurs du monde entier viennent jouer en France et à tous les niveaux. Oui, et donc, comme s'il y a des Anglais, des Sudaf, des Georgiens et tout ça, comment tu transmets l'information? Ça passe par l'anglais ou ils parlent français, eux? Alors, on essaie de faire passer l'information en français le plus possible, donc ils prennent des cours de français, mais on a un staff complet qui est, alors je ne vais pas dire bilingue, mais enfin qui a pas mal de notions d'anglais, et donc effectivement, quand il y a une difficulté de compréhension, on passe aussi par la langue anglaise. D'accord, parce que dans le staff, vous avez des anglophones aussi, de mémoire. Et oui, tout à fait. Perry Freshwater, qui est néo-zélandais de souche et qui a joué pour l'Angleterre. Donc, oui, oui. Et vous êtes combien en staff chez vous? Alors, je crois qu'hier, on a fait une réunion, on était une quinzaine. Voilà, donc, et quand je dis une quinzaine, je ne vais pas compter ceux qui travaillent autour de l'équipe, comme la personne du matériel, la personne qui s'occupe du linge. Donc, oui, oui, on est au moins une quinzaine. D'accord. Et parlez-moi un petit peu de USAP aujourd'hui. Comment ça se passe avec Covid et tout? Vous êtes où en fait? Alors chacun est chez soi. C'est pas facile à vivre pour les joueurs qui sont des hyperactifs de l'entraînement. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est joueur professionnel, une journée sans entraînement, pour lui, c'est une journée perdue. Et donc, c'est assez difficile pour eux. Les préparateurs physiques ont trouvé un système, je trouve, assez intéressant. C'est-à-dire, au-delà des programmes d'entretien que l'on leur donne, régulièrement, ils mettent des challenges aux joueurs. C'est-à-dire qu'un exercice à faire, mettons, en 10 minutes, le plus possible, ou alors faire 500 burpees le moins de temps possible. Et ces petits challenges me permettent de donner une émulation de compétition qu'ils n'ont pas. Parce que pour eux, chaque jour, en dehors du Covid, c'est une compétition. Quand on va à l'entraînement, c'est une compétition. Quand on joue les matchs, bien sûr, c'est une compétition. Et donc, je crois que c'était le côté compétitif qui leur manquait le plus. Et les préparateurs physiques, ils mettent en place ce système-là, et je trouve que c'est pas mal. 500 burpees sur le carrelage dans la cuisine, ça peut faire mal quand même. Ça peut faire mal, oui, oui. Donc aujourd'hui, en tant qu'analyste vidéo, est-ce que ça vous tente d'aller vers le coaching ou... Alors, pas vraiment. Le coaching, c'est un vrai engagement qui est difficile dans le monde professionnel actuel parce que on est jugé sur du subjectif, je trouve, alors que mon travail à moi aujourd'hui, il est objectif. C'est-à-dire où je fais bien mon travail, où je le fais mal, mais il y a une part objective de mon travail. Et aujourd'hui, j'aime cette objectivité-là. Voilà, c'est-à-dire que je suis passé par la période de rugby en pro où il y a le subjectif rentre beaucoup en jeu, la préparation physique aussi. Et la stabilité que m'apporte mon travail aujourd'hui sur l'objectivité de ce que je peux transmettre à l'équipe, c'est un confort, je vais dire, psychologique, d'équilibre familial aussi, qui fait que je pense que j'aurais du mal à passer du côté de coach. D'autant que la transmission, le travail avec les autres, je l'ai aussi dans mon travail de professeur de PS. Et donc, je ne suis pas dans cette dimension-là. D'accord. Si on parlait un peu de rugby en général, parce que nous, on s'est rencontrés lors du Extenso Sevens à Paris. Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement, le premier tournoi de Sevens en club? Alors, je trouvais que c'était exceptionnel. Franchement, je trouvais que c'était une belle réussite. Pour tous, pour les spectateurs, pour les joueurs, pour le rugby. Je pense que c'était une vraie belle réussite. Alors tout était combiné. Il y avait des joueurs qui avaient joué le jeu, des équipes qui avaient joué le jeu. Il y avait un stade qui est très particulier, mais qui est propice à ça, c'est-à-dire avec de la vitesse pour le synthétique, qui n'est pas soumis au problème d'intempéries puisqu'il est couvert. Et avec la possibilité à tous les spectateurs de faire un petit peu comme dans les stades américains, je vais dire, de venir voir le spectacle, puis en sortir, partager un moment avec des amis en dehors dans les coulisses, puis revenir à nouveau à sa place, chose qu'on n'a pas dans le rugby, parce que dans le rugby, ça dure 1h30. En
on est assis cramponné à son siège. Et là, sur une journée, j'ai trouvé ça très, 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 très sympa. Et puis, moi, ça m'a permis de voir beaucoup d'anciens joueurs aussi que je n'avais pas revus, qui avaient soit qui accompagnaient les équipes, soit qui venaient pour le spectacle, soit qui avaient leurs enfants qui jouaient comme moi. Et donc, c'était un vrai bon moment pour moi. J'ai trouvé ça très, très chouette et j'espère que ça va être renouvelé. Alors, le Covid repousse un peu tout. Il met des barrières à tout aujourd'hui, mais j'espère que c'est une expérience qui va se renouveler et même qu'ils vont trouver leur créneau pour pouvoir le faire peut-être un peu plus, pouvoir le développer à de plus bas étages, on va dire, la Pro D2, la fédérale, le monde des jeunes aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que tu étais là pour voir ton fils. Oui, tout à fait. Et lui aussi, il a un bon souvenir de cette occasion? Alors lui, c'était une vraie belle expérience aussi, puisque lui, il joue à l'USAP. Et donc l'USAP ne faisait pas partie de ce tournoi-là, mais les clubs avaient la possibilité de faire venir, pour compléter leur effectif, des jeunes joueurs. Et donc c'était l'AS Montferrand qui avait fait venir mon fils avec 2 de ses copains des espoirs. Et donc, ben voilà, ils ont vécu un rêve éveillé. Ils ont vécu 3 jours à Montferrand, dans le secteur professionnel d'entraînement, pour se préparer à ce tournoi. Et puis, ils sont montés à Paris, ils ont joué dans cette aréna. Donc, ils ont vécu un rêve éveillé. Donc, oui, c'était une chouette expérience pour eux aussi. Donc en espérant que le Savins en club, ça continue. Alors, nous, on aime bien parler de rugby féminin aussi ici à Pacte Pot. Et vous, à USAP, vous avez une équipe depuis longue date. Oui, on a une équipe depuis longue date qui a eu différentes péripéties. On avait une équipe qui a été championne de France à de nombreuses reprises. Puis après, ça a été plus compliqué, on va dire, au niveau financier. Donc, c'est un peu balbutié. Et là, ils sont en train de reconstruire quelque chose. Mais il y a toujours eu un accueil des filles dans notre club. Alors, de part, quand dans les écoles de rugby, il y avait beaucoup de filles qui venaient jouer. Moi, j'ai joué très souvent avec ou contre des filles. Et ça, dans l'histoire du club, il y a toujours eu des filles qui gravitaient autour. Et j'ai l'impression depuis 5-6 ans, ça commence de se développer de plus en plus. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce propos-là. Quand j'étais cadet, donc j'avais 15 ou 16 ans, je crois, je me suis entraîné contre une fille qui était championne du monde de rugby féminin, qui était américaine, Ah oui? Qui s'appelait Élise. Alors, je crois que c'est Élise Boisvert, parce que je pense qu'elle était mariée, parce que en fait, Franck Boisvert, qui est aujourd'hui au Fidji, qui est en charge du développement du rugby par World Rugby au Fidji, c'est un Catalan, il est de Perpignan. Et donc, son épouse, parce que pendant des années, il était professeur et entraîneur rugby à Stanford, aux États-Unis. Et donc, il s'est marié là-bas avec une joueuse de rugby qui a été, je crois que même elle était capitaine de l'équipe américaine à l'époque. Et donc, je me suis entraîné contre Élise et ça a été mon premier contact véritable avec le rugby, on va dire, d'élite. Et je me souviens d'avoir fait des entraînements avec cette fille qui avait du caractère et qui avait beaucoup de qualité. Excellent. Si on parlait rapidement de rugby américaine aussi, parce qu'il y a la Major League Rugby, est-ce que ça te fait... qu'est-ce que tu penses? Tu penses que le rugby peut réussir aux États-Unis? Bien sûr que le rugby peut réussir aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un lieu, un peuple de sportifs. Donc, je pense que toutes les activités qu'ils vont pouvoir approcher, ils y réussiront. Il n'y a qu'à voir le rugby à 7 aujourd'hui. Ils font partie des meilleures nations et donc, forcément, s'ils s'intéressent, s'ils mettent les moyens dans le rugby à 15, ils vont réussir, bien sûr. Maintenant, il y a aussi beaucoup de concurrence aux États-Unis entre les trois grands sports que l'on connaît. Donc, il faut se faire cette petite place, mais ils ont toutes les structures en termes universitaires, en termes d'accompagnement de sportifs pour y réussir. Et puis, ils ont le principal, c'est la matière première, c'est les joueurs. Ils ont un terreau, on va dire,
de possibilités en termes de qualité physique, rugbystique, qui est énorme. Ouais, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Ouais, déjà, c'est tous les joueurs qui jouent au niveau universitaire de foot américain qui ne va pas en NFL se transformer en rugbyman, ça serait pas mal. Ça. Donc, et pour finir un peu sur ton avis sur cette équipe de France qui nous a fait rêver à Pack de Potes, et toi, qu'est-ce que tu as vu en tant qu'analyste vidéo? Moi, j'ai vu des vraies évolutions d'état d'esprit. Ça, c'est une première des choses. Le grand coup de balai qu'il y a eu pour laisser la place à des jeunes qui sont une vraie génération de très bons joueurs. Il faut réaliser ça. Donc aujourd'hui, la vraie force du staff, ça a été de s'appuyer sur ces joueurs-là qui ont un vrai potentiel, des vraies qualités de niveau mondial. Et donc la vraie évolution, elle est là, dans la qualité du joueur choisi et la possibilité de le laisser s'exprimer à ce niveau-là, malgré toutes leurs imperfections qu'on en a pu voir dans leur dernier match. Donc la vraie évolution, elle est là. Je crois qu'on doit travailler avec ce groupe de joueurs-là, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que c'est une histoire qui est très courte. Notre championnat fait que il n'y a pas une unité de formation, il n'y a pas une unité, on va dire, tactique ou technico-tactique. Et donc, l'équipe de France a besoin de travailler sur la longueur pour mettre en place tout ça. Aujourd'hui, des équipes comme, on va dire, comme les Néo-Zélandais ou les Australiens ou les Sud-Africains ont une unité technico-tactique. Les provinces jouent à peu près tous de la même façon. Les clubs en dessous des provinces jouent à peu près tous de la même façon aussi. Donc, l'équipe nationale berce dans ce système-là. Nous, le top 14 est ainsi fait que chacun a un petit peu sa paroisse, même si c'est pas uniformisé, on va dire, mais il y aura besoin d'un petit peu de temps, je crois. Ce qui est bien, c'est qu'on laisse le temps à ces jeunes-là, sur une décennie, de pouvoir s'exprimer. Et juste pour revenir sur ce que tu avais dit par rapport à cette idée de se projeter, se trop projeter, peut-être on se trop projeté comme de gagner le Grand Chelem pour ces 6 nations. Oui, peut-être. Je voulais te remercier et je voulais finir par 2 petites dernières questions. Tu t'avais dit que tu n'avais pas forcément souvenir pour tous les joueurs que tu as joué avec, mais je voulais te poser la question, mais qui pour toi était le monsieur rugby, en fait, de tous les joueurs, de personnes qui représentaient pour toi le rugby dans tous ses splendeurs? Alors moi, les 2 monsieur rugby, c'était mes idoles quand j'étais jeune. Et que j'ai croisé sur leur fin de carrière à eux, le début de la mienne, c'était Didier Codorniou et Philippe Sella, voilà, qui étaient pour moi les 2 centres incroyables que j'avais vus en équipe de France quand j'étais petit, que je supportais. Et sur mon début de carrière, je les ai croisés sur les terrains. Et alors qu'ils étaient en fin de carrière, sur 2-3 actions, j'avais senti quelque chose qu'ils avaient en plus. Voilà. Ces joueurs-là, pour moi, avaient quelque chose de plus que les autres. Et voilà, ce sont eux que je retiendrai, on va dire, dans tout ce que j'ai pu rencontrer. D'accord. Et je trouve que tu avais dit au début que c'était ton équipe de 98, c'était vraiment une amitié, des jeunes qui sont grandis ensemble, qui ont vécu tout ça ensemble. Et tu restes en contact, cette amitié, il est toujours là? Oui, parce que comme toutes ces équipes qui ont vécu des épopées ensemble, on a une petite association qui se retrouve régulièrement. Il y a une association d'anciens joueurs qui organise ou des repas ou des matchs entre anciens. Et oui, on se retrouve. Et puis il y a l'épopée 2009 aussi, dans lequel j'étais dans l'encadrement et qui se retrouvent aussi régulièrement. Donc, c'est ces deux groupes-là que je côtoie, on va dire, en dehors du rugby de mon travail. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Alors, je crois que la situation actuelle fait que on entend un peu tout et n'importe quoi sur le rugby. Et je suis un peu désolé que, alors que l'on avait trouvé une équipe de France qui mettait tout le monde d'accord ou une vraie énergie derrière cette équipe de France,
Je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie énergie aussi au niveau des clubs pour trouver la meilleure façon de sortir de ce confinement sans qu'il y ait des annonces chaque semaine de joueurs, de présidents, de journalistes qui montrent les failles de notre système. Je crois que autant pour la société que pour le rugby français, cette période-là doit nous permettre de sortir plus forts et plus unis que jamais. Et voilà, moi, si j'avais quelque chose à transmettre, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette période-là plus fort et plus unis que jamais. Le monde médical nous montre la voie et il faut que nous, dans le rugby, on soit capable de suivre cette voie aussi. Donc, merci Didier, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'apprécie vraiment le temps que tu as passé et je te souhaite bon confinement déjà. Merci beaucoup. Et puis, c'était un réel plaisir de partager avec toi ce moment. Et puis, j'espère que tu n'hésiteras pas à me recontacter et puis qu'on échange à nouveau. Oui, parfait. Merci Didier. Ouais, super interview. Bah écoute, merci beaucoup Thierry, vraiment, c'était top. Bah écoute, c'était une super occasion pour moi. C'était mon premier entretien de ce type. Didier était vraiment formidable et je le remercie vivement. Quand tu dis premier entretien, tu veux dire qu'il y en aura d'autres ? On espère. Oui, mais c'est secret pour l'instant. Oh oh. Théo, tu voulais faire une petite correction ? Oui, j'ai eu des retours et je m'étais moi-même fait la réflexion en écoutant notre épisode sur le 15 de France. On a adoré faire cet épisode et je pense que beaucoup ont bien aimé. On a eu des retours très sympas. Le 15 des Bouchers de Charlie a beaucoup plu. Mais moi, j'ai été un petit peu choqué par mon propre propos. Quand j'ai parlé de Marc Cécilion, qui était un grand joueur sur le terrain, j'ai dit que c'était son destin qui avait été tragique lorsqu'il avait assassiné son épouse. Évidemment, c'est pas son destin qui était tragique, c'est surtout le destin de son épouse. Donc c'était un peu indélicat de le présenter comme ça. Je voudrais pas que ce soit mal compris. Et c'est vrai que ça soulignait aussi peut-être les limites du sport en général, du rugby en particulier, sur la brutalité à l'extérieur du terrain. Je pense que c'est ce drame, qui est celui bien sûr de cette femme assassinée, c'est le drame de toutes les femmes battues et je voudrais être parfaitement clair là-dessus. Donc c'est avant tout à son épouse qu'on pense, même si on a aimé voir jouer cet homme-là. Donc, merci Théo. Moi, j'ai fait un petit erreur, mais c'est moins grave. En fait, j'avais dit pour Serge Batson, c'était The Nigerian Nightmare. Mais en fait, il est de Cameroun. The Nigerian Nightmare, en fait, c'était un joueur de foot américain qui s'appelle Christian Okoye. Et donc, j'ai un peu mélangé les deux, excusez-moi. C'est deux sports très proches, donc je comprends. Bonne nouvelle, c'est qu'on a adoré de faire cet épisode du 15 de Rêve de France. Donc, ça veut dire en 2 semaines, qu'est-ce qu'on va faire, Charlie ? Dans 2 semaines, on va faire un 15 de rêve, 3 15 de rêve, 4 15 de rêve peut-être, de international. Et du coup, encore plus un casse-tête pour nous, encore plus un crève-cœur à chaque choix de et du boulot, les gars. Et du boulot. Et je suis le plus humble travailleur de ce trio, évidemment. Et du coup, ça va me faire tout drôle. Mais oui, il y a du boulot. Non, il faut travailler mon espagnol pour trouver des joueurs argentins. Ouais. Du coup, ça va nous faire réviser un peu notre international. C'est pas mal. Bon, merci nos chers écouteurs d'être avec nous pour cet épisode. J'espère que ça vous avait plu. Bien sûr, laissez-nous des commentaires sur les réseaux sociaux et aussi abonnez-vous. Subscribe. Faut toucher ce petit bouton sur iTunes ou Spotify où vous trouvez notre podcast. Merci d'être là avec nous. Ouais, merci les copains. Merci de nous suivre un peu. On garde le lien. On garde le lien avec le rugby ensemble, même si on n'en voit plus beaucoup. On garde notre passion commune un peu intacte. On laisse les flammes chaudes ensemble et n'hésitez pas, ça nous fait beaucoup de bien aussi d'avoir de vos retours sur les réseaux sociaux. On est très content d'avoir vos avis sur nos avis, les petits retours sur nos 15 notre 15 idéal passé et notre 15 international à venir. On est très content d'avoir vos avis. Ouais, merci à tous. Bon confinement. Soyez prudents, restez cool. Et faites-vous aussi votre petit 15 international. Vous viendrez commenter le nôtre, on espère beaucoup. Bye bye. Bye, ciao les gars. Bye, et sortez couverts.